Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite à la présentation ce soir en ce lundi 7 octobre, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on fait le point sur les préoccupations des maires ruraux. Ils organisaient leur congrès national fin septembre en Côte d'Or. On en parle avec Mélanie Cognier, vice-présidente de l'association des maires ruraux de la Sarthe. Et puis dans la suite, une vice-championne de France. Oui, la médaille d'argent pour Anne Verlac. La Sartoise participait à la Coupe de France des fleuristes à Tours. C'était le 30 septembre dernier. Elle sera avec nous pour Au Quotidien la suite. Mais tout de suite, on passe à l'actu. Au sommaire de cette édition du lundi 7 octobre, de la pluie et des raisins. Les vendanges 2024 sont lancées en Sarthe à l'Homme. Elles ont débuté avec 2 à 3 semaines de retard et la récolte est annoncée en baisse. Un nouveau record de fréquentation pour Fête-Lire avec 67 000 visiteurs selon la mairie du Mans. Et puis des débuts réussis pour le Manceau. Édouard Richer en top 14 qui a marqué son premier essai pour son deuxième match avec le Stade Rochelais. Les vendanges ont démarré avec quelques semaines de retard. Oui, c'est parti. Il y a une semaine, c'est le cas pour la famille Fresneau, propriétaire de près de 3 hectares en AOC-Janière. Ces viticulteurs du secteur de l'Homme envisagent moins de rendement que l'an dernier, mais promettent quand même un bon cru. Reportage d'Alexandre Ferrer. Il ne fallait pas attendre plus longtemps. Ce viticulteur constate l'état de ses vignes le temps des vendanges. Il y a eu assez de soleil quand même pour que le raisin mûrisse, ce qui n'était pas gagné au départ. Et donc là, ouais, je dirais que malgré la météo, la qualité du raisin est belle. Des récoltes satisfaisantes malgré la présence de botrytis, ce champignon, signe de surmaturation du raisin. Là, on se dit c'est catastrophique, mais non, enfin, faut regarder d'un petit peu plus près. C'est pourri, donc on sent déjà, pour voir si ça sent vraiment le champignon ou ça peut sentir le vinaigre aussi. Là, ça va. Là, ça sent un petit peu la poussière, mais c'est normal. Là, ça va. Ça sent pas le champignon, ça sent pas le vinaigre non plus. Cette année, près de 50% de baisse de production est envisagée par rapport à l'année 2023. Pour cause, des conditions météo instables. Alors, c'est une petite année par rapport à ces 5-6 dernières années, mais on a quand même eu quelques très grosses années. L'année dernière était quand même une belle année en volume et en qualité aussi. Voilà, ça va être un beau millésime. Ce lundi matin, 0,6 hectares sur près de 3 sont vendangés par cette machine agricole. Après cette récolte, la mesure d'alcool est enregistrée à 12 degrés, suffisamment pour obtenir l'appellation AOC-Janière. Direction le Salon du Livre Fête-Lire qui a fait le plein ce week-end puisque selon le maire du Mans, 67 000 visiteurs sont venus rencontrer les auteurs présents. Et beaucoup d'entre eux mettent l'humain aux prises avec la grande histoire et les guerres au centre de leur ouvrage. Cette année, d'ailleurs, le lauréat du prix Saint-Exupéry faisait partie de cela. Laure Girard a rencontré des auteurs présents au Salon Fête-Lire qui perpétuent cette tradition d'écrivains humanistes. Petit tour de table non exhaustif dans ce reportage. Norek pour les guerriers de l'hiver. Pour cette deuxième édition du prix Antoine de Saint-Exupéry, le jury a choisi le dernier ouvrage d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver, qui relate l'invasion de la Finlande par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un roman documenté sur l'histoire du conflit qui met toujours les personnages et l'humain au cœur du récit. J'ai été flic, j'ai été militaire, j'ai été missionnaire humanitaire, donc il y a toujours ce rapport à l'autre. L'autre est... Oui, on peut dire que l'autre est tout pour moi au niveau professionnel. D'un humaniste l'autre, dans les allées du Salon Fête-Lire, nous retrouvons une des grandes spécialistes de Saint-Exupéry, la Sartoise Nathalie Prince, qui se réjouit de la création de ce prix littéraire. Un humaniste absolu et pour Le Mans, qui est une ville de culture, je trouve ça tout à fait légitime qu'il y ait un prix Saint-Exupéry. Daniel Pénac, sartois d'adoption et président du jury, ne dit pas autre chose. Si, ça lui aurait fait plaisir. Ça lui aurait fait plaisir. Il était fait pour que les gens s'envolent. Voilà, en littérature. Autre auteurice humaniste et sartoise qui situe souvent ses personnages dans la grande histoire, Alice Zéniter signe Frapper l'épopée. Son dernier roman dépeint l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie. Moi, les deux choses qui m'importent, c'est d'être capable d'écrire des romans qui font ressentir une empathie pour des personnages qui sont différents de nous
et moi d'être capable d'écrire des personnages qui sont très différents de moi avec de la tendresse. Ça, je vois plus précisément ce que ça veut dire. Humanisme, j'ai peur que ce soit trop grand. Enfin, l'ouvrage que le journaliste François-Guillaume Laurin consacre aux Justes, qui ont sauvé des Juifs en France durant la guerre, prend son origine en Sarthe. En fait, il est né d'un long reportage que j'ai fait il y a 2 ans, justement en Sarthe, à Beaufay, parce que je suis allé suivre la cérémonie de remise de médaille de Juste, à titre posthume, à Léontine Bracchi, qui avait sauvé une famille juive, Herzbaum. Et je voulais raconter en fait dans le détail toutes les circonstances, les parcours. La grande tradition des écrivains humanistes a encore de beaux jours devant elle. Le salon Faites Lire du Mans nous l'a une fois de plus montré. Une image de sport à vous montrer maintenant. Oui, celle du joueur formé au rugby club du Mans, Édouard Richer. Il joue désormais en professionnel du côté de La Rochelle, l'un des tout meilleurs clubs de France. Et pour son 2e match de top 14, il inscrit son premier essai, celui du bonus offensif. Le tout devant son public au stade Marcel de Flandre. Un essai plein de malice à la dernière seconde contre Lyon. Le jeune joueur âgé de 20 ans a été honoré par ses coéquipiers et il raconte ce moment à Colin Ancel. À la fin du match, vous avez eu un petit bizutage où les joueurs ont fait le cri de guerre juste au-dessus de votre tête. Qu'avez-vous ressenti? Racontez-nous. Ça, c'est un moment un peu marrant, parce que souvent, c'est, comme l'a dit Brice Dulin, c'est souvent soit celui qui fait une grosse connerie, soit celui qui fait quelque chose de bien. Et c'est marrant, quoi. C'est un bon moment à passer. Et... C'est un souvenir pour vous qui restera, j'allais dire ce premier match, ce 2e match, mais ce premier essai en top 14? Oui, bien sûr, ça restera un premier essai, surtout à la maison à De Flandre, avec les supporters qui ont été géniaux ce week-end. Ça restera, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Une interview à retrouver en intégralité le 28 octobre dans 72 Sports. On passe tout de suite à l'invité de notre journal. Anthony Mélanie Cognier est notre invitée. Elle est maire de Souvigné-sur-Sarthe et participé fin septembre au congrès national des maires ruraux. Des élus qui ont parfois le sentiment d'être abandonnés par l'État. Bonsoir Mélanie Cognier. Bonsoir. Alors, maire de Souvigné-sur-Sarthe, mais aussi vice-présidente de l'association des maires ruraux de la Sarthe. Vous étiez donc à ce congrès national des maires ruraux en Côte d'Or. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu des différents sujets qui ont été évoqués dans le cadre de ce congrès par les maires? Alors, c'est un congrès qui a duré 2 jours et demi. Vendredi, samedi et dimanche matin, on a abordé divers sujets. Le réseau R, élu rural pour l'égalité, les finances des communes. On a abordé la santé des élus. Un scientifique a fait un sondage sur la santé des élus. Il se trouve que 70% des maires sont satisfaits de leurs conditions. Donc, à l'opposé de ce que disent les médias, les maires sont contents de leur situation. Et on a parlé donc effectivement des finances, et parce qu'on s'inquiète un peu de ce qui va nous arriver avec le projet de loi de finances qui va tomber incessamment sous peu. Et on a parlé aussi de tout ce qui concerne les maires au final sur nos territoires. Le budget, c'est un sujet crucial aujourd'hui pour les maires. Vous évoquez cette volonté du Premier ministre d'économiser des 60 milliards d'euros. Est-ce que les élus ruraux craignent de devoir se serrer la ceinture aujourd'hui? Alors déjà, on a été choqués par la phrase de Bruno Le Maire qui a dit que le déficit de l'État était dû aux collectivités. Il faut savoir que nous, dans les communes, on a un devoir d'équilibre de nos budgets, c'est-à-dire que nos dépenses doivent être équilibrées avec nos recettes, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Donc tous les ans, on fait un budget à l'équilibre, et si ce budget n'est pas à l'équilibre, il n'est pas validé par la trésorerie, la DGFiP. Donc là, quand il nous dit qu'on grève le budget, c'est pas possible. Moi, par exemple, la commune de Souvigné-sur-Sarthe, 630 habitants, on a 300 000 € de recettes de fonctionnement. Et avec cet argent, on doit payer les agents, on doit payer tous les fluides, toutes les charges d'une commune, donc 300 000 €. Et dans l'idéal, on doit dégager de l'argent pour passer cet argent en investissement et pour investir pour la rénovation de nos bâtiments, qui est quand même un sujet très important au regard de l'urgence climatique et de l'importance de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
Et ça, on peut le faire en isolant nos bâtiments, en changeant les modes de chauffage. Il y a encore beaucoup de chaudières au fioul qui dégagent des gaz à effet de serre. Je sais pas, il faut trouver les financements du coup aujourd'hui. Vous pouvez pas investir avec les budgets dans les communes rurales. On peut investir, on met entre, je sais pas, ça dépend de la taille de la commune. À Souvigné, on met de côté entre 40 et 60 000 euros de côté tous les ans. Mais par exemple, là, j'ai rénové l'école, j'en ai eu pour 350 000 euros. Donc le reste, alors depuis plusieurs années, on met de l'argent de côté. Sur les mandats précédents, pareil, de l'excédent de fonctionnement a été thésaurisé. Et en complément, ce sont des aides de l'État, de la région, du département. Et on a aussi une chose qui est sortie il y a peu de temps, c'est le fonds vert. Et le fonds vert, en fait, c'est de l'argent, c'est une enveloppe qui est dédiée aux communes pour rénover nos bâtiments. Alors, rénover les bâtiments, faire des pistes cyclables, c'est divers et varié, mais vraiment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et quand le gouvernement et le Premier ministre disent qu'il va falloir faire des économies sur le budget des collectivités, je pense que c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va réduire ces aides pour la rénovation, les rénovations diverses et variées de nos bâtiments. Donc il y a les écoles, les mairies, il y a les crèches, quand il y en a une, les salles polyvalentes qui pour beaucoup ont été construites dans les années 80-90, donc ce sont des vrais passoires thermiques et c'est des charges budgétaires pour les communes avec des frais de fonctionnement gravement endommagés. Et par ailleurs, il existe un décret tertiaire qui oblige les communes à réduire leur consommation d'énergie de 30% pour 2030, 40% pour 2040. Et ça nous oblige en fait à faire des travaux. Très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il y a eu aussi un sujet majeur qui a été évoqué, c'est celle du statut de l'élu. Oui. Un autre sujet important, quelles sont les principales revendications qui ont été portées par les élus ruraux dans le cadre de ce congrès ? Les principales revendications, c'est d'avoir un vrai statut. Aujourd'hui, les maires ont une indemnité et sont censés pouvoir se dégager du temps quand ils ont une activité professionnelle à côté. Donc en théorie, c'est ça, mais en pratique, moi j'ai arrêté mon activité, mais j'ai une collègue qui est chef de service dans la fonction publique, qui a 3 demi-journées par semaine qui est censée être dégagée pour la mairie, mais elle a toujours cette même charge de travail à côté. Donc on lui dégage du temps, mais il faut quand même qu'elle ait cette charge. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir être maire quand on a une activité à côté et pas de réserver la fonction de maire aux retraités. Merci beaucoup Mélanie Cognier. Merci à vous. La réouverture du gymnase de la Briqueterie au Mans. Oui, c'était un peu plus de 2 ans de travaux, près de 6 millions d'euros investis pour ce tout nouveau gymnase qui est sorti de terre dans le quartier Euzé-Saint-Georges suite à sa destruction par incendie en 2018. Le complexe sportif d'une surface de 2100 mètres carrés intègre un système de géométrie innovant et les dernières normes en matière environnementale. Explication avec le maire du Mans, Stéphane Le Foll. On a pu mettre en place ce qu'on appelle la géothermie saisonnière, c'est récupérer les calories qu'il y a dans le goudron pour les stocker en sous-sol et récupérer ces calories l'hiver pour chauffer le gymnase. Et en même temps, son isolation a été faite avec de la paille, donc il est dans les normes les plus élevées de l'isolation et dans les normes les plus élevées, bien sûr, en termes de consommation énergétique, puisqu'on a en plus une énergie renouvelable. Le 7e X-Mobility Event ouvre ses portes ce mardi, Anthony. Et près de 500 professionnels sont attendus au siège des MMA pour ce forum consacré aux innovations dans le domaine de la mobilité et aux énergies nouvelles. Au programme, 2 jours de démonstration, des conférences, des tables rondes et des rencontres. Au Mans, le brunch de la rue du Docteur Leroy est de retour. Mi-octobre l'an dernier, l'événement avait attiré pas moins de 1000 personnes dans la rue du Docteur Leroy au Mans pour ce brunch géant. Et cette année, les commerçants de la rue se sont structurés avec la création de l'association Bienvenue chez les Leroy. Plus d'une vingtaine de commerçants seront prêts à vous accueillir le dimanche 20 octobre de 11h à 15h. On écoute Charlotte Massé, la présidente de l'association, qui nous parle de ce qui est mis en place cette année. Il y a 2 fois plus de commerçants. On a mis 2 endroits en plus pour les tables à manger. Donc rue d'Alger et à l'entrée de la rue du Docteur Leroy. Nos commerçants vont avoir une table à l'extérieur de leur boutique avec leurs propres produits qu'ils vont pouvoir proposer à la vente. Et vous allez pouvoir vous servir chez les uns et les autres. Il y aura des tables et des bancs qui sont disponibles pour s'asseoir un petit peu disséminés partout dans la rue du Docteur Leroy.
C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On accueillera Anne Verlac, vice-championne de France des fleuristes 2024. Et elle est sartoise, juste après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Malheureusement, c'est vrai que côté ciel, c'est loin d'être ça. Ce sera encore d'ailleurs le cas au cours de cette soirée, mais également au cours de ces prochains jours. Regardez à l'image de cette carte, vous le voyez, on a une perturbation qui amène encore de nombreux nuages, de la pluie également au programme. C'est vrai que ce sera un peu compliqué de passer à travers les gouttes. Côté température, celle-ci évolue entre 15 et 16 degrés, 15 degrés à Angers, pour la Flèche ou encore à Tours, 16 degrés au Mans, à se partager avec Laval, Alençon ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de mardi, au lever du jour, les nuages resteront très nombreux sur l'ensemble de notre département. Difficile malheureusement de voir le soleil. Côté température, celle-ci évolue entre 10 et 12 degrés, 10 degrés à Mamers, 11 pour Laval, 12 degrés pour Alençon, Siluguem ou encore au Mans, 12 degrés également pour Angers ou encore pour la Flèche. Pour la suite de votre journée, ça va légèrement s'améliorer un tout petit peu plus d'éclaircies, mais attention, ce ne sera pas non plus un grand ciel bleu, on aura toujours quelques passages neigeux, température entre 17 et 20 degrés. On sera encore un peu au-dessus des normales de saison, avec toujours ce flux qui reste orienté au secteur sud, des températures qui seront 3 à 4 degrés au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Mercredi, une nouvelle perturbation, elle va amener de nombreux nuages, mais également de la pluie. Et pour la journée de jeudi, un ciel qui reste quand même assez instable avec de nombreux nuages et quelques averses passagères, température comprise entre 16 et 17 degrés. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. De retour sur notre plateau, bienvenue si vous nous rejoignez dans la suite d'Au Quotidien. Aujourd'hui dans Au Quotidien à la suite, on est avec Anne Verlac. Elle est sartoise et vice-championne de France des fleuristes. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce lundi et mardi, les vents en provenance du sud et du sud-ouest favorisent la dispersion des polluants émis localement et la couverture nuageuse et les averses limitent la formation d'ozone. L'indice de la qualité de l'air sera localement bon à moyen sur l'ensemble des pays de la Loire. Tout de suite, notre invité Anthony. Et oui, on est avec Anne Verlac. Félicitations pour votre médaille que vous avez autour du cou, médaille d'argent donc dans le cadre de cette Coupe de France des fleuristes. C'était à Tours il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Il y a une semaine, on vous avait suivi d'ailleurs dans vos préparations dans le cadre de notre JT. Il représente quoi ce titre de vice-championne de France? Oui, tout à fait. C'est une récompense en fait, c'est vraiment une récompense. On est reconnu par des grands fleuristes du milieu de l'art floral français. Donc c'est un honneur de porter cette médaille et puis d'être récompensé de 2 mois de travail d'arrache-pied pour préparer les sujets. Et puis 1 an d'entraînement, donc voilà. C'est une récompense, voilà, c'est une vraie récompense de son travail. Ça doit être une fierté aussi pour vos élèves parce que vous êtes aussi enseignante en art floral à Ruillé-sur-Loire, c'est ça? Oui, tout à fait, j'enseigne au lycée Nazareth. Je suis intervenante auprès des BP et des CAP quelques jours par semaine. Et donc oui, pour eux c'est une fierté, oui, tout à fait, ils en sont très contents. Est-ce que vous pouvez nous décrire donc les différentes techniques que vous avez utilisées lors de ce concours? Oui, alors on avait la réalisation d'une table végétale design. Il fallait concevoir la table vraiment dans son intégralité. Et donc ça, c'était un enjeu un petit peu risqué presque parce qu'il fallait faire tenir cette table. Enfin, là, c'était vraiment la conception intégrale de la table. Et puis, elle a été recouverte de différentes techniques. Et donc, non, ça a été un travail vraiment de conception qui peut changer un petit peu du travail habituel d'un fleuriste. On le voit d'ailleurs à l'image, des images de AVMI Production où on voit les réalisations que vous avez faites dans le cadre de ce concours. Quelles ont été les différentes étapes de cette préparation? Vous avez parlé d'un an, hein, c'est ça, de travail en amont? Oui, alors en fait j'ai été sélectionnée il y a 1 an pour cette compétition et très sincèrement je me sentais absolument pas capable d'aller sur le podium 1 an après. Et donc forcément ça a été 1 an d'entraînement.
à peu près 6 semaines dans l'année où en fait on switch les vacances et on passe son temps à s'entraîner auprès de meilleurs ouvriers de France de façon à acquérir les techniques pour pouvoir ramener une médaille du coup. Quels défis avez-vous rencontrés lors de cette compétition? Je suppose qu'il y a eu peut-être des imprévus ou Oui, vraiment la page blanche du dernier sujet où je pense qu'il y a la fatigue qui joue, il y a beaucoup de choses et l'inspiration ne vient absolument pas. Et donc c'est là où c'est le trou noir et on se dit oh là là, mais comment on va faire pour sortir quelque chose de potable? Et non, ça c'est fait. C'est pas là où j'ai gagné le plus de points, mais j'ai rendu quelque chose de propre. Quelle influence elle a maintenant, votre médaille, sur votre travail au quotidien? Est-ce que ça a un impact aussi sur votre activité en tant que fleuriste freelance? Oui, alors après, c'est vrai que moi, j'ai une grosse partie quand même dans la formation. Et donc là, grâce à cette médaille, j'espère pouvoir développer la formation plutôt sur la partie professionnelle. Parce que c'est vrai que c'est une reconnaissance et peut-être que ça me donne un petit peu plus d'appui envers les professionnels et j'espère qu'ils seront ravis d'avoir mes conseils et mes techniques que je pourrai leur transmettre mon savoir. C'est quoi la suite maintenant pour vous? On voit ces couleurs bleu, blanc, rouge là sur la médaille. Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin vers d'autres concours Alors forcément ça a été discuté, ça a été évoqué par les jurys, mais non, pour le moment on va prendre le temps de se reposer un peu et puis développer mon entreprise du coup pour développer la formation aux professionnels. Merci beaucoup Anne Verlaque. Merci. Et puis félicitations encore pour votre médaille. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant, Alexandre? Eh bien tout de suite Anthony, c'est 72 sports présentés par Antoine Besson et préparés par Amoun Shamsoudine. Aujourd'hui on va parler du MSB avec la première victoire de la saison Tango à Strasbourg et puis du cyclisme avec le Paris Connerré. C'est la fin de notre journal Anthony? C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain sur notre journal à partir de 18h30. On vous souhaite une bonne soirée.